Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Sarah Mazouz. Sarah Mazouz est sociologue et chargée de recherche au CNRS. Dans son ouvrage « Race », elle analyse l'histoire et l'usage de la notion critique de race en sociologie. En France, le mot est l'objet de nombreuses controverses et polémiques. Dans le monde militant, politique, mais aussi académique, c'est presque un tabou. Le refus de parler de la race est ancré dans le poids de l'histoire et dans l'universalisme abstrait qui est au fondement de la République française. Parler de race, ce serait être raciste, invisibiliser la classe sociale, se noyer dans des polémiques identitaires ou succomber à une américanisation de la vie publique. Pourtant, analyser et débattre de la race est indispensable pour comprendre comment celle-ci est une construction sociale et historique et un instrument de domination et de hiérarchisation. L'usage critique du mot race est aujourd'hui mobilisé pour combattre le racisme systémique, les processus d'assignation raciale ainsi que les discriminations qui, s'ils n'ont aucun ancrage naturel, ont des effets bien réels. En effet, pour combattre le racisme, il faut dépasser les questions de morale et l'idéologie raciste manifeste pour aller regarder ce qui produit de l'altérité et de l'injustice, c'est-à-dire, comme le dit Sarah Mazouz, la forme sédimentée, ordinaire et banalisée de l'assignation raciale qui s'exprime dans une blague ou un compliment. Parler de race, c'est parler de privilèges et de préjudices, de la question du point de vue situé qui construit notre connaissance du monde et de la condition de production des savoirs et de la norme. Parler de race, c'est dire que la question du racisme n'est pas réglée et loin de l'être, et c'est donner à voir l'histoire et les processus de racialisation au sein de nos sociétés encore majoritairement très ségrégées. Sarah Mazouz, bonjour. Bonjour. Alors on est ensemble pour parler aujourd'hui de la notion de race, pour lever aussi évidemment certains stéréotypes, des clichés, etc. Parler de race en France, ça serait être raciste, ça serait aussi invisibiliser le sujet de la classe sociale, ça serait aussi se noyer dans des polémiques identitaires. Il y a beaucoup de clichés qui circulent autour de ce mot de race. Je voulais d'abord savoir comment et pourquoi vous avez décidé de travailler sur ce sujet-là. Alors, j'ai pas décidé de travailler de manière critique. C'est peut-être ça le plus important sur la notion de race. J'ai commencé par travailler suite à des cours que j'avais eus, une réflexion que j'avais de mon côté sur les politiques de lutte contre les discriminations raciales. Donc c'est par ça que c'est venu à un moment où en France il y avait eu un vaste mouvement de reconnaissance politique et l'institution de certains dispositifs publics de lutte contre les discriminations. Alors je voyais bien que dès le début, quand j'étais en DEA, donc l'équivalent du Master 2 aujourd'hui, puis après en thèse, même la question de la qualification de ces discriminations, en utilisant donc l'adjectif racial, était compliquée. Que ce soit dans les communications scientifiques, il fallait toujours préciser ce qu'on entendait par race, mais ça très bien, puisque le mot est en effet porteur d'une histoire lourde et donc de ce fait ambigu, mais que du côté aussi des organismes publics qui devaient mener cette politique de lutte contre les discriminations raciales, un des enjeux, c'est qu'on ne qualifiait pas ces discriminations et que donc on ne disait pas qu'il s'agissait de quelque chose lié à l'inégalité telle qu'elle est liée aux catégorisations raciales qui continuent d'avoir cours dans notre société, même si on n'est plus une société raciste. D'accord, donc c'est comme ça que explicitement raciste ou activement raciste. Et donc on va peut-être reprendre depuis le début. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui quand on travaille en sciences sociales de travailler sur le concept de race ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, je le disais au début, travailler sur le concept de race, ça veut dire travailler de manière critique. Je crois que c'est très important de rappeler à chaque fois que, et c'est ce que je fais un peu dans le petit ouvrage Race, c'est-à-dire que je rappelle que c'est une démarche critique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'analyser, de déconstruire et de montrer comment, en fait, la manière de les hiérarchies, donc les classements où on met des groupes, on considère que certains groupes sont supérieurs à d'autres, vont avoir plus de facilité dans leurs relations sociales, etc., est lié
à une histoire raciale et à une histoire du racisme. Donc, quand on parle de race en sciences sociales, c'est pas pour adhérer aux catégorisations racistes qui, elles, classent des races, mais c'est pour parler de la race au singulier, et cette différence est vraiment importante. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux mécanismes qui ont toujours lieu, et on ne va pas entériner les catégories ou les catégorisations, mais on va désigner les mécanismes qui continuent à produire des hiérarchies sur un mode racial. Donc le mot race n'est plus utilisé aujourd'hui, ou enfin assez peu, par les tenants d'une idéologie raciste, mais par ceux qui souhaitent combattre le racisme. Tout à fait. Je crois qu'après 1945, il y a eu une condamnation très forte de la notion raciste de race, et que pour les groupes politiques qui continuent d'adhérer à une vision raciste des rapports sociaux, il était assez clair que continuer à utiliser race allait les discréditer. Donc voilà, il y a eu un déplacement, alors soit vers d'autres notions, comme par exemple la notion de culture, ou des fois qui se mêle des fois aussi à la question de la religion, par exemple, etc. Mais il s'agit plus pour ces groupes-là de parler de race, comme on l'a eu par exemple dans l'entre-deux-guerres, où la condamnation du racisme, en tout cas la condamnation de cet aspect-là du racisme, n'était pas aussi, forte. Et presque, enfin, c'est difficile de dire unanime, mais en tout cas, après 1945, il y a eu quand même une condamnation morale très forte et politique aussi très forte du racisme dans le contexte de l'après-guerre, quoi. Donc, on était avant sur un usage biologique, oui. Enfin, une vision biologique du racisme, et désormais, au sein des sciences sociales, c'est un usage... Alors, on met de côté cette... C'est sur la notion de race que la question... En fait, la conception raciste de la notion de race est une conception biologisante. C'est-à-dire que les personnes qui croient ou qui adhèrent à une idéologie raciste croient qu'il y a des différences physiques, morphologiques, biologiques, naturelles, qui sont héritées, qui se transmettent entre membres d'un groupe et qui, après, déterminent l'infériorité ou la supériorité des membres d'un groupe et donc de ce groupe lui-même. Donc voilà, ça c'est la base de l'idéologie raciste héritée disons, je sais pas moi, ça commence au tournant du 16e, 17e, et ça, bien sûr, ça prend une ampleur au 19e siècle avec toute la science et la volonté de formaliser. Et bien sûr, c'est au départ lié à un projet scientifique de comprendre les différences entre les groupes humains, etc. Mais donc, ça en vient à penser ces différences comme étant des manifestations de différences de statut. Bon, donc ça, c'est la conception raciste de la race. Aujourd'hui, quand on utilise race de manière critique en sciences sociales, bien sûr, on ne croit pas en ça, mais on pense qu'on est dans une situation qui reste en partie tributaire d'une histoire où le racisme a été central, à la fois le racisme comme idéologie, et puis après le racisme comme élément un peu structurant des rapports sociaux, politiques, administratifs, etc. Et que donc on continue, il faut aller aussi déjouer le racisme là où il ne se dit pas de manière aussi explicite qu'il a pu le faire dans l'histoire. Et vous dites dans le livre qu'il faut combattre la forme sédimentée, ordinaire et banalisée de l'assignation raciale qui s'exprime aussi dans une blague ou un compliment. Oui. Ou, voilà. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, alors ça, on continue d'être sur la partie racisme comme une idéologie, c'est-à-dire le fait de rapporter toujours certaines qualités à des groupes de personnes et à les penser comme naturelles. On a souvent l'idée que ça n'est que dévalorisant pour les personnes en question, les personnes qui sont assignées, mais ça peut être aussi des choses qui se font sous le mode du compliment ou d'une qualité qu'on attribue. Je ne sais pas, tel groupe serait travailleur, tel groupe serait sérieux. Et là aussi, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, ce qui compte, c'est ce geste
qu'on va désigner comme étant essentialisants en sciences sociales, c'est-à-dire qu'on va penser comme étant dans l'essence des personnes, dans la définition même de ces personnes du fait de leur origine, qu'elles soient réelles ou inventées, qu'elles vont avoir par définition cette qualité ou ce défaut. Mais donc il y a aussi des qualités. Ouais. Et en France, du coup, comment on peut expliquer que débattre, travailler sur la question raciale fasse autant polémique, que le mot de race soit autant mis au placard ou désigné comme non souhaitable. Comment on peut travailler sur la race en France alors que le mot même de race est stigmatisé? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il faut comprendre la spécificité de la situation en France, mais aussi il faut désenclaver la France. Parler de race et désigner les formes encore constantes de racisme dans un contexte où la plupart des sociétés, en tout cas occidentales, pensent avoir une position non raciste, ça produit toujours des mécanismes de défense et de forte résistance. C'est pas quelque chose qui passe facilement, quel que soit le contexte. Après, il y a des niveaux de reconnaissance différents, et puis il y a des cadres politiques, idéologiques, et je dis idéologiques sans sens péjoratif. C'est vraiment comment, dans une société, quel type de valeurs et de principes encadrent le fonctionnement d'une société, qui viennent rendre les choses plus ou moins simples. Ce qu'on trouve en France, donc d'abord pour mettre ça un peu plus dans le contexte général de l'Europe continentale, comme je le disais, après 1945, les pays d'Europe continentale, et je dis bien continentale parce que pour le Royaume-Uni ça a été un peu différent, qui ont tous eu des régimes collaborationnistes. En 1945, il s'agit de rompre très fortement avec ce passé complexes et problématiques, vont donc se décréter vont condamner le racisme comme idéologie et vont partir du principe que voilà, il y a plus de racisme, on a rompu avec les régimes collaborationnistes, donc voilà, il y a plus besoin de parler de race, et il y a plus besoin, la race c'est forcément la croyance raciste, et comme on est dans un au-delà de cette situation, on n'a plus à en parler. Et donc, on a des positions plus ou moins similaires, même si d'ailleurs, au moment où ces pays prennent ces positions dans leur contexte, disons, métropolitain, ils ont tous encore des empires coloniaux pour un certain nombre d'entre eux, et la question ne se pose pas, alors même que dans l'empire colonial, la question raciale reste très structurante. Donc ça, si vous voulez, c'est pour donner un élément général qu'on peut retrouver dans différents pays d'Europe occidentale. Après, ce qu'il y a de particulier à la France, c'est que vous avez une longue tradition qui a été peut-être après 45 encore plus rigidifiée plus qu'elle ne l'était au départ, qui est celle de la question de l'universalisme abstrait. Si on regarde dans les débats en 1789 sur pourquoi il faut en venir à une conception abstraite du citoyen, l'abstraction, il y a de gros débats, des débats importants entre les révolutionnaires sur ce que ça suppose, ce que signifie l'abstraction. Et on comprend d'ailleurs dans le contexte des révolutionnaires pourquoi l'abstraction est pensée à l'époque comme pourvoyeuse ou comme condition de production d'une condition d'égalité entre les citoyens, parce qu'on sort d'un système où c'est l'héritage qui détermine même la position sociale, et donc pour rompre avec cette histoire d'héritage, on est obligé, et donc pour arriver à une situation d'égalité entre citoyens, mais pas entre citoyennes. Oui, bien sûr, c'est un des problèmes qui arrive assez vite. Mais déjà, rien que pour comprendre le bien fondé au départ de l'abstraction à l'époque révolutionnaire, c'est que, on pense que pour pouvoir considérer de manière égale les différents citoyens, il faut faire abstraction de leur background, dirions, de leur origine sociale, économique, etc., pour sortir de ce système d'ordre. Donc, c'est pour ça qu'au départ, l'abstraction est pensée comme étant la condition de production de l'égalité. Mais bien sûr, on voit tout de suite que cette abstraction, elle est en fait très située, et elle exclut d'emblée des gens, puisqu'en fait, ce qu'on pense comme abstrait, c'est un citoyen blanc, bourgeois, un homme, etc.
Donc l'abstraction, elle fait elle-même objet de critique. Et aujourd'hui, c'est sans doute ça qui continue de jouer dans l'idée, qui rend très difficile dans le contexte français le fait de prendre en compte cette dimension qui est la dimension raciale, parce qu'on a l'impression qu'en parlant de la question raciale, on réintroduit dans l'appréhension, on va produire des groupes liés à leur origine, donc on va retomber dans une division de la nation en groupes, ce qui est aussi l'autre élément à éviter dans le contexte français. Et on risque aussi de réintroduire des spécificités qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont pas de pertinence politique. C'est ça l'enjeu. Et je crois qu'en fait, il y a quelque chose qui se mord peut-être un peu la queue, parce que si on comprenait la racialisation, donc en fait toutes ces formes de logique qui jouent et qui vont produire des inégalités entre des groupes et donc leurs membres liés à l'origine qu'on attribue à certains de leurs membres. Et donc voilà. Si on comprend que c'est aussi le produit d'une histoire et que c'est pas qu'on est en train de réinjecter une sorte d'intérêt, particulier. D'un intérêt particulier ou exagéré pour l'origine des gens, on comprendrait en fait qu'on reste dans un domaine, dans un débat politique. En fait, il s'agit de continuer à parler de politique et c'est pas parce que c'est la conséquence d'un discours qui a été certes naturalisant, qui a pensé, qui a particularisé certains groupes pour les inférioriser, que c'est réellement ça qu'on prend en compte quand on prend en compte la question raciale aujourd'hui. Ce qu'on prend en compte, c'est l'inégalité que ces logiques, au fil du temps, ont produit et continuent de produire, même si c'est dans des formes variées et différentes de celles du 19e siècle ou même de la première moitié du 20e siècle, mais ça continue de jouer et c'est ça qui compte. Donc en fait, ça reste un processus politique et historique qu'on essaye de corriger. Et donc c'est pas plus naturel ou c'est pas plus une particularité que de prendre en compte ce que les différences de classe produisent entre groupes socio-économiques différents. Mais en France, on voit quand même que la race a des effets très concrets dans la réalité matérielle de la vie des gens, sur l'accès à l'emploi, au logement, faire face aux violences policières ou autres. Les opposants, entre guillemets, au concept de race, comment ils argumentent du coup de la réalité des discriminations, si on n'a pas le droit de parler de race? Alors, vous avez plusieurs... ça, il faudrait aussi les interviewer. Il y a plusieurs arguments. Il y a l'argument qui va tout simplement nier le fait qu'il y a ces inégalités de traitement et qui va consister à dire, en fait, les gens ont ces problèmes parce qu'ils se donnent pas assez de mal pour dépasser. Voilà, ça serait la lecture un peu libérale. Néolibérale de ça, et qui nie en fait notre responsabilité collective face à des inégalités sociales qui touchent certains groupes ou les membres de certains groupes. Et puis vous auriez vous pouvez avoir une critique qui serait plus de gauche, qui serait de dire si on règle la question de la classe, donc la question de la redistribution économique, ces problèmes-là vont disparaître. Et là, c'est contestable parce qu'on voit très bien que quand on travaille, par exemple, sur les groupes favorisés économiquement, mais qui sont soumis à des formes de catégorisation raciale et d'assignation raciale, il continue d'y avoir une expérience de discrimination dans ce registre-là. Donc en fait, le fait d'avoir du capital, que ce soit du capital réel ou du capital social, ça peut venir parfois atténuer ou donner une autre forme, mais ça n'annule pas l'expérience de la discrimination raciale, de même que ça n'annule pas la question de la discrimination de genre. Être une femme bourgeoise ne vous fait pas complètement échapper au sexisme. Et être une star noire ne fait pas échapper au racisme. Non. Ouais. Alors, pour revenir aux éléments de définition, est-ce que vous pouvez préciser ce qu'on entend par la différence entre racisé et racialisé? Alors, d'abord, c'est une différence d'auteur.
Racialisation, c'est un terme qui est forgé par Frantz Fanon. Donc, c'est un auteur francophone. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les deux sont des auteurs francophones. On a tendance en France à penser que tout vient des États-Unis quand on parle de race. Non, il y a des auteurs qui ont pensé ça à partir du contexte français, et que ce soit du contexte de la France hexagonale ou dans le contexte de l'Empire colonial. Puisque Fanon, quand il thématise la question de la notion de racialisation, c'est dans le contexte de l'Algérie coloniale, quand il est psychiatre à Blida et qu'il voit les effets psychiques de la colonisation sur ses patients, aussi bien algériens que sur ses patients français, enfin colons français, dans des modalités différentes, mais où il voit que il y a des effets liés à la situation coloniale. Ce que ça signifie, racialisation, c'est deux choses. Ça désigne toutes les logiques produites. Alors, c'est toujours contextuel, donc c'est toujours dans une situation historique, politique donnée. Et ça désigne donc ces logiques qui vont faire que vous allez avoir certains groupes qui vont être pensés comme mis à une position subalterne, que ce soit parce qu'ils sont complètement infériorisés ou enfin je veux dire que ce soit une infériorisation complète avec l'idée que c'est des gens qui sont des sous-hommes ou avec des modalités plus atténuées, mais donc vous avez des groupes qui vont être soumis à cette assignation raciale, catégorisés et placés en position d'infériorité, et vous allez avoir un groupe qui lui va être en position de domination. Donc toutes ces logiques qui concourent à produire ce type de hiérarchisation, avec donc selon les contextes et degrés de violence physique différents, des types d'exclusion et de discrimination différents, ça c'est les logiques de racialisation. Et donc pourquoi on parle de racialisation ? Parce que ce geste de hiérarchisation, il s'appuie sur l'idée d'une origine géographique, culturelle, religieuse parfois, qui va désigner tel ou tel groupe comme étant radicalement autre. C'est ça. Donc il y a une radicale altérité, une infériorité, et puis aussi souvent une menace pour l'intégrité du groupe dominant, une menace morale, une menace physique, etc. Donc ça, c'est la racialisation. Donc ça désigne la constitution de ces groupes, qu'il s'agisse des groupes dominés comme des groupes dominants. C'est pour ça que dans les études sur la racialisation, on inclut aussi aujourd'hui les travaux sur ce qu'on appelle la condition blanche, donc aussi sur les groupes dominants. Et le terme blanc ne désigne pas forcément des gens blancs de peau, mais c'est parce que il y a eu plusieurs cas, si je puis dire, où les personnes dominantes s'auto-désignaient comme blanches sur le plan. Oui, c'est aussi important de. Oui, si vous voulez, on pourra revenir sur cet élément. La racisation, c'est un terme forgé par la philosophe Colette Guillaumin, qui elle a travaillé sur aussi beaucoup sur l'idéologie raciste et aussi sur les rapports entre racisme et sexisme. Et alors elle, quand elle définit la racisation, et donc c'est de là qu'est venu le terme racisé, elle ne désigne qu'un aspect de ces logiques dont je parlais, qui est le fait de constituer un groupe comme étant dominé racialement. Donc, racisé, ça ne désigne que les groupes, si vous voulez, qui pâtissent. Ça ne peut pas désigner la condition blanche. Ça ne peut pas désigner les personnes blancs, enfin, les groupes blancs, ou en tout cas les groupes dominants racialement. D'accord. Et donc, pour revenir sur la question de la couleur de peau, donc la race ne désigne pas d'abord ou pas du tout une couleur de peau. En fait, il faut arriver à penser ces choses de manière distincte tout en sachant qu'elles ont fonctionné ensemble. Comme je viens de le dire, le vocabulaire coloriste est très présent dans le discours racial parce que un des éléments principaux qui était censé manifester la différence raciale, c'est le phénotype. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette attention à la différence phénotypique, elle n'est pas forcément première. Elle peut venir après, justement comme justification d'une différence. Je prends deux exemples. Quand le mot, nègre apparaît dans la Caraïbe,
il est formulé dans les travaux qui ont porté sur qui ont pris comme objet cette époque-là. On voit très bien que parmi les personnes qui utilisent ce terme pour désigner les esclaves noirs, beaucoup sont elles-mêmes noires de peau. Mais donc, vous voyez, le terme va se faire. Bien sûr que ça va servir la distinction. Mais c'est là aussi une construction, en fait, la construction d'une différence à partir d'un choix de hiérarchisation. Si on prend un autre exemple qui est celui dont la façon dont l'antisémitisme construit un type juif spécifique, vous n'avez pas de différence phénotypique à la base entre une population européenne, qu'elle soit chrétienne ou juive ou... Il n'en demeure pas moins que dans l'antisémitisme européen, qui suppose que l'Europe est blanc et chrétienne, et même peut-être catholique, disons chrétienne, et à ce titre-là blanche, et qu'il confond christianisme et blanchité, on va progressivement construire un type fantasmé qui serait le type caractéristique du juif et qui permettrait de reconnaître ce groupe qui est perçu comme menaçant justement l'intégrité d'une Europe blanche et chrétienne. Donc vous voyez, alors qu'au départ, il n'y a pas de différence phénotypique. Donc c'est pour ça qu'il faut distinguer la question de la couleur de la question de la race. Autre chose aussi, là on prend à chaque fois des exemples en Europe ou peut-être dans le monde occidental, la Caraïbe, les États-Unis, etc. La race et la question de la racialisation ne s'arrête pas à ces contextes-là. Vous avez des phénomènes de racialisation et de hiérarchie raciale ou racialisante dans des contextes où, pour nous, avec notre regard d'Européens, il n'y a pas de différence. Je pense par exemple à l'Inde, je pense à d'autres pays d'Asie, je pense à l'Afrique, à l'Afrique du Nord. Et donc, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que dans plein de contextes, vous allez retrouver ce discours coloriste sur des groupes qui se pensent comme blancs ou plus clairs, ça dépend, et qui vont penser leur supériorité par rapport à d'autres groupes. Mais là encore, en fait, il y a quelque chose de très relatif. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire attention au geste racialisant, qui est ce geste d'essentialisation et d'hierarchisation, et de ne pas s'arrêter à la question juste de la couleur, qui est en fait très relative et très labile. Donc, ouais, mais après... Pour répéter, quand on parle d'une personne blanche ou d'une personne non blanche, on ne parle pas de sa couleur de peau, mais on parle de la position sociale, de son statut, et de son statut qu'il ou elle occupe relativement à d'autres. Tout à fait. Ouais. Et du point de vue de la question raciale. Ouais. En France, on a l'impression que la lutte contre le racisme a beaucoup été et est toujours encore beaucoup une question morale. Donc plutôt que de regarder les conséquences matérielles des effets des assignations raciales, on va se placer souvent sur ce terrain de la morale, ce qui serait bon ou pas bon de faire. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire avancer justement autrement qu'en travaillant dessus en tant qu'universitaire, mais dans le contexte qu'on vit aujourd'hui où le débat médiatique et politique est extrêmement tendu. Alors, je crois pas qu'il faille mettre de côté la question morale. Je pense que simplement, ça ne suffit pas. Et je pense qu'elle tient à ce que je disais tout à l'heure, au fait qu'au départ, on a eu une lecture limitée de la notion de racisme, qui est une conception seulement du racisme comme idéologie. C'est ce qu'on dit aussi, c'est ce qu'on sous-entend quand on dit aussi le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit, etc. C'est ça. Non, c'est pas ça. Ça, bien sûr, mais... vous voulez dire que c'est que quand on dit ça, on ne s'arrête que à la question de la croyance idéologique. Ouais. Oui. Après, non, parce qu'on pourrait dire aussi que le racisme, quand il est l'effet non voulu d'une disposition et que ça amène, là aussi, c'est problématique sur le plan juridique. Et vous avez des notions juridiques qui permettent de contrecarrer ces formes-là de racisme. Mais juste pour rester sur la question de la lutte contre le racisme, je pense qu'il faut arriver à pluraliser, et là il y a énormément de travaux de chercheurs sur les différentes dimensions du racisme, le fait que le racisme ne soit pas simplement une idéologie, que le racisme ne s'appuie pas simplement sur des préjugés conscients ou inconscients, qu'il y a d'autres éléments, que le racisme prend plusieurs formes, etc. Et qu'il faut arriver
du côté cette fois-ci de la lutte contre le racisme, à penser ces différents aspects de façon à ne pas être simplement dans une condamnation, comme vous disiez, de type moral sur le racisme, c'est mal, certes, c'est mal, mais pour lutter contre cette réalité qui est polymorphe, on a besoin d'avoir différents instruments et différents types d'actions. Et donc c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut arriver à intégrer la pluralité la pluralité du racisme pour pouvoir lutter correctement contre lui. Je pense aussi qu'il y a 2 éléments. Alors là, peut-être que c'est plus lié au contexte français. Je pense qu'il y a un travail à faire vraiment de formation et de distinction sur les définitions. Discrimination raciale, ça n'est pas le racisme. Ça ne veut pas dire que c'est moins grave, mais c'est des choses qui opèrent autrement. Et il y a encore beaucoup trop de confusion entre ces éléments, même dans des textes qui devraient être des textes de clarification, des rapports, des choses comme ça. Je pense aussi qu'il y a un manque assez criant de conscience de ce que le droit donne déjà, alors là plus en matière de lutte contre les discriminations qu'en matière de lutte contre le racisme. Mais il y a énormément d'éléments juridiques qui ont été, notamment sous l'impulsion de l'Union européenne, et qui ont été introduits dans le droit français, qui permettent de lutter contre là encore les discriminations et dont on n'a peut-être pas suffisamment conscience. Et je crois que donc il y a 2 choses. Comprendre le caractère polymorphe du racisme et ne pas s'arrêter à une seule dimension, distinguer le racisme d'autres formes d'actions qui ont à voir avec l'histoire raciale, comme les discriminations raciales, et puis enfin aussi avoir une conscience de ce que le droit offre déjà comme possibilité. Au sein du milieu académique, à quel genre de critique le concept de race doit s'affronter ? Au sein du milieu universitaire. Au sein du milieu universitaire, vous avez une critique qui est celle que je disais tout à l'heure, des gens qui pensent que il y a un primat de la classe sociale et que donc quand on parle de race, c'est pour éclipser la question de la classe, comme le genre pourrait aussi éclipser la question de la classe. Avec l'idée aussi, derrière ça, l'idée que la race, c'est pas un vrai truc parce que c'est une invention raciste, etc. Donc, certes, mais les effets de la race sont réels. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc ça, si vous voulez, c'est la discussion dans laquelle il y a une controverse avec des collègues. Après, vous pouvez avoir des formes de défense beaucoup plus, beaucoup de gens qui sont encore plus a priori opposés, qui vont avoir une réaction de déni, en fait, tout simplement, sans même parler de la classe ou de quoi, de dire, en fait, c'est faux, on plaque des trucs des États-Unis, ça n'existe pas, c'est du racialisme, de l'indigénisme. Mais alors, il s'agit c'est un peu limité, en fait. Le vrai débat, il est avec la question, les gens qui pensent que c'est la classe qui compte. Mais vous pouvez avoir aussi quelque chose qui reste assez similaire à ce qu'on peut voir dans le débat médiatique et politique. Ouais. Et il y a aussi la question de est-ce que ces notions sont instrumentalisées contre l'université, etc. Et ça pose aussi la question, j'imagine, de qui a le droit de parler, qui a le droit de parler, qui a le droit de travailler sur ces questions-là. Et au sein du milieu académique, est-ce que le point de vue situé des chercheurs met en péril ces recherches ? Alors, il y a plusieurs éléments dans vos questions. Alors, sur l'instrumentalisation, peut-être qu'on peut reprendre petit à petit. Oui. Sur l'instrumentalisation, vous pensiez à quoi ? Est-ce que ces travaux instrumentaliseraient le savoir à des fins idéologiques ? En fait, là où je voulais en venir, c'est la question de qui se considère objectif et neutre dans le milieu académique, en fait. Oui, alors une des critiques, en effet, qu'on adresse
à ces travaux, c'est que c'est des travaux qui ne sont pas objectifs parce qu'ils sont situés, parce qu'on parle de l'expérience, parce qu'il s'agit de personnes qui parlent de leur propre expérience, etc. Bon, ça, c'est un faux procès parce que beaucoup des personnes qui travaillent par exemple sur la classe revendiquent elles-mêmes leur origine ouvrière ou des choses comme ça. Bon, donc que l'on parte, notamment quand on fait les sciences sociales, que l'on parte et que l'on choisisse des objets, que l'on parte de choses existentielles et que l'on choisisse des objets qui ont un lien avec une expérience vécue ou proche ou quoi, c'est quasiment l'ensemble des objets. Donc en effet, après, attaquer tel type de travaux au nom d'une objectivité qui se confond avec l'idée de neutralité, c'est là l'erreur. Et l'erreur, l'erreur. Oui, c'est là l'erreur d'appréciation. C'est de croire. Ça suppose que les personnes qui adressent cette critique pensent, elles, arriver à une forme de neutralité par rapport à leur histoire. Et elles confondent, en fait, le fait de partir de son expérience, le fait de thématiser son expérience et, au contraire, à partir de là, comment on produit de l'objectivité. Je pense que l'objectivité, c'est pas du tout faire comme si on était sans point de vue, et c'est là où on retrouve les histoires d'universel, comme si on était... on avait une espèce de vue panoramique sur l'ensemble de la réalité sociale. Au contraire, je pense que l'objectivité, et c'est ça que disent les théories féministes du point de vue, enfin toutes les épistémologies féministes du point de vue, c'est de dire on est toujours un point de vue limité, on parle depuis ce point de vue, et pour ne pas en rester à quelque chose de biaisé, il faut travailler de plus en plus collectivement. C'est-à-dire à la fois donner la parole aux expériences minoritaires qui ne sont pas qui n'ont pas toujours la parole dans les lieux académiques, les institutions, etc. Et puis arriver à travailler collectivement. Ça ne veut pas dire du tout, et là c'est un autre contresens qui est fait, alors pas par les mêmes personnes, ça ne veut pas dire du tout que ne peuvent travailler sur ces questions que les personnes qui sont directement concernées. Mais ça veut dire que quand on travaille dessus, on doit savoir de quel point de vue on parle et être capable aussi d'articuler ce que l'on trouve soi-même à des travaux d'autres chercheurs et chercheuses, et d'être capable aussi de confronter, d'ajouter, d'intégrer les travaux issus de recherches faites par des chercheurs et chercheuses qui, eux, expérimentent peut-être plus directement tel ou tel type d'inégalité, tel ou tel type de discrimination, etc. Ça rejoint les critiques qui sont faites aussi sur la notion d'intersectionnalité dont on va parler un petit peu. On dirait que ce qui résiste dans l'appréhension de ces notions, c'est le fait d'accepter de décentrer le regard et de se dire que on n'a pas une expérience qui est, surtout si on est un homme blanc pas on n'a pas une expérience qui est universelle en fait. Oui, tout à fait. Mais ça veut dire qu'on va trouver le collectif ou l'universel autrement. Pas par l'abstraction qui finalement permet d'entériner des formes de domination, puisque en général... quand on est dominant, on se pense comme norme et donc on pense qu'on est déjà abstrait de son propre positionnement social. Là, non, en effet, l'intersectionnalité, elle s'oppose pas du tout à l'universalisme, mais elle propose de le produire autrement. À partir justement d'un sujet collectif, de la capacité à se poser la question de nos propres points aveugles. Et donc en étant capable d'écouter aussi des positionnements, des discours venus de positions et d'expériences socio-politiques et historiques différentes. Donc l'intersectionnalité, pour le dire un peu vite, c'est un concept juridique à la base qui a pour objectif de désigner des discriminations qui sont à l'intersection, au croisement du racisme et du sexisme et qui ne sont pas la somme des deux. Alors, oui, c'est ça. C'est un concept, c'est pas le terme intersectionnalité est forgé par une juriste. Après, c'est le fruit de longs débats à la fois au sein du féminisme, là pour le coup nord-américain, et de la critique par les féministes noirs, de certains biais au sein du féminisme
Et donc, tout de suite, dans la critique, il y a aussi la classe, en fait. C'est pas juste le sexisme et le racisme, c'est aussi tout de suite la question du statut. Dans les textes, par exemple, de Kimberlé Crenshaw, qui est la juriste qui forge le terme intersectionnalité, il y a un texte où elle travaille sur des décisions de justice concernant le droit du travail, et elle prend en compte la question raciale, la question du genre, et la question aussi du statut contractuel. Dans son autre texte, qui est plus connu parce qu'il est traduit en France, Cartographie des marges, elle parle aussi du statut migratoire, par exemple, puisqu'elle enquête en Californie et qu'elle voit aussi des femmes qui sont migrantes. Donc, l'idée, c'est de comprendre que, en fait, pour les personnes qui se trouvent justement au croisement de plusieurs formes de discrimination, les catégories de l'action publique et aussi les catégories associatives n'arrivent pas à prendre en compte cette intersection parce qu'elles font soit de la lutte contre le racisme, soit de la lutte contre le sexisme, et que donc les personnes qui se trouvent à l'intersection n'ont pas de lieux d'accueil ou de politiques de soutien qui prennent en compte cette intersection. Pour elles, en fait, paradoxalement, ça ne se croise pas. Et donc, c'est ça, au départ, l'intersectionnalité, c'est une façon, à partir de là, de penser ce qui se joue quand on est à l'intersection de plusieurs rapports de pouvoir et de montrer qu'en fait, voilà, comme vous le disiez, ça n'est pas toujours une addition. C'est pour ça qu'elle prend la métaphore géométrique et pas la métaphore arithmétique. Et donc, c'est de voir aussi, à chaque fois, selon les configurations, comment les différentes dimensions, en fait, de notre situation sociale jouent entre elles. Donc, voilà, comment des fois, en effet, la classe va permettre d'atténuer les effets de discrimination liés au genre ou à la racialisation. Comment, au contraire, des fois, ça va venir les souligner. Et donc après, à partir de ce constat, il y a l'idée de penser des politiques qui prennent en compte qui arrivent à prendre en compte ces différents aspects. Et donc en fait, voilà, c'est pour ça aussi qu'après, il y a une espèce de projet politique dans la critique intersectionnelle, qui est de voilà comment penser une société qui arriverait à prendre en compte le fait qu'on soit traversé par plusieurs rapports de pouvoir. En fait, l'intersectionnalité vise l'universalisme concret. C'est ce qu'on dit dans le livre qu'on a pour l'intersectionnalité, que j'ai écrit avec Éléonore Lépinard. En effet, l'idée, c'est de partir concrètement des expériences minoritaires. Et quand on dit la minoritaire, c'est le fait d'être de groupes soumis à des discriminations. C'est pas le fait d'être minoritaire numériquement. Et donc, à partir de ces expériences, arriver à produire des politiques d'égalité qui prennent en compte cette expérience et qui invitent aussi, en effet, à ce que vous disiez tout à l'heure, au décentrement et au fait aussi de se déplacer par rapport à une norme qui continue de ne pas être questionnée. Et dans l'ouvrage, on part dans cette section qui est la conclusion de l'ouvrage. On reprend une citation de la réalisatrice Alice Diop qui dit qu'elle, voilà, quand elle était jeune, elle lisait des romans de Zola, de Balzac et qu'elle se reconnaissait complètement dans ces personnages. Et elle dit, maintenant, en fait, ça serait bien que des hommes blancs bourgeois parviennent à se reconnaître dans des textes ou dans des productions artistiques de femmes noires venant de milieux populaires. Et ça serait ça, en fait, arriver vraiment à un universalisme concret, c'est-à-dire la possibilité d'un renversement et d'un va-et-vient, d'une transposition dans l'expérience, dans des expériences qui ne sont pas les nôtres directement. Ouais. Et mais en y voyant ce qu'il y a de commun, de possible commun. Oui, bien sûr. Et justement, est-ce que dans la période qu'on vit, là, qui est quand même assez tendue à plein d'égards, est-ce que vous êtes... dans quel état d'esprit vous êtes pour l'avenir? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vit un peu une période de backlash sur ces avancées qui visent un progrès social ou au sein de votre champ de recherche, vous avez l'impression que ça avance bien? Alors, il y a les deux, en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est un champ de recherche qui continue d'être en expansion et c'est bien. Et au-delà du champ de recherche, je pense que il y a en fait une acculturation à ces questions et que les gens voient beaucoup plus de quoi il s'agit. Moi, je compare entre des moments où je faisais ma thèse et aujourd'hui, c'est très net. Ouais. C'est très net. Donc ça, c'est très
positif et ça veut dire que le débat est ouvert et c'est toujours mieux quand le débat est ouvert. En tout cas, que la discussion est en cours sur ces questions. Après, le backlash, il est aussi dû à ça, c'est-à-dire que les tenants du statu quo voient bien que les choses bougent et donc essayent de discréditer, de délégitimer, de montrer comme une menace, de brandir comme une menace les travaux. Et alors là, pour le coup, en plus, et là, en effet, c'est inquiétant, on est dans un moment géopolitique, enfin ça dépasse le cadre de la France, où les idéologies rétrogrades, réactionnaires et d'extrême droite ont quand même le vent en poupe. C'est sûr que c'est inquiétant de ce point de vue-là. Ça, souvent, c'est-à-dire que des moments comme ça de très grande avancée produisent aussi, pour peu qu'il y ait après une crise économique, machin, ça donne aussi des éléments à ces idéologies réactionnaires et rétrogrades. Mais ça ne veut pas dire qu'on a dit notre dernier mot. En conclusion, justement, c'est la question que je pose à peu près tout le temps, dans ce contexte qui est quand même assez anxiogène, on va dire. Comment est-ce que vous parvenez à cultiver de la joie dans votre vie pro ou perso ? Je crois que le fait de pouvoir continuer à travailler sur ces questions, de continuer à interroger ça, à avoir aussi un regard critique sur mes propres travaux, à continuer à être en mouvement, en fait, sur ces questions, à comparer entre les contextes, etc. C'est des éléments qui donnent de l'allant. Je ne sais pas si c'est de la joie, mais c'est peut-être pas tellement un terme. Mais non, je crois que il faut continuer à réfléchir, à poser des questions. À poser des questions. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup à Sarah Mazouz pour notre entretien et merci à vous toutes et tous pour votre écoute et votre soutien. Vous pouvez soutenir Présage en partageant les épisodes et en notant 5 étoiles sur votre application de podcast. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell, mixé par Paloma Colombe. À très vite.